Pour tenter d'éviter une longue dépression déflationniste, les pays de la zone euro ont décidé de recourir massivement à l'endettement. Ainsi, en France, selon le projet de loi de finances en discussion, la dette devrait avoir augmenté de 400 milliards en 2 ans sur 2020 et 2021, ce qui représente 18 points de PIB supplémentaires. Sur l'ensemble de la zone euro, la progression de la dette publique devrait approcher 2 000 milliards sur la même période. Face à ces 2 000 milliards, la Banque centrale européenne a prévu d'acheter 1 350 milliards de titres, dont les 3/4 de dette publique. Les traités européens avaient prévu un plafond de 60% du ratio de dette publique sur PIB. Les économistes Reinhardt et Rogoff avaient, dans un article, estimé la limite à 90%. Mais avec la crise de la Covid-19, ces plafonds ont littéralement explosé. Et pourtant, nous sommes encore loin du cas du Japon, dont la dette publique a depuis bien longtemps dépassé 200%. Alors, quel niveau de dette est-il vraiment soutenable en zone euro et à quelles conditions? C'est la question que nous allons poser à Michel Aglietta. Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. On ne vous présente plus sur Xerfi Canal. Alors, quelles sont les conditions de soutenabilité de cette dette publique? Et vous affirmez dans un article que vous venez de publier que la dette publique n'est pas liée à des conditions de solvabilité comme les dettes privées. Oui, les exemples que vous avez donnés montrent bien que ça ne se traite pas comme la dette d'une entreprise ou d'un ménage. Même si les Allemands parlent toujours de la ménagère Schwab comme disant l'État doit être géré comme la ménagère Schwab. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Pour une raison cruciale que les économistes standards ne prennent pas en compte, c'est que l'État est souverain. Est-ce que la souveraineté a quelque chose à voir avec l'économie? Ça serait quand même bizarre qu'il n'en ait pas. Donc il est souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe infiniment à l'échelle d'anticipation, à l'échelle temporelle des acteurs privés. De sorte que quand vous existez infiniment, la condition de soutenabilité n'est pas la même qu'une condition de solvabilité d'un acteur qui vit pendant une durée limitée. Et qui a un acteur privé n'a pas une durée illimitée, par définition. Il n'y a pas de durée illimitée. Ce qui est différent d'un acteur public. Sauf ce n'est le cas que dans des modèles, si vous voulez, éthérés, dans lesquels on suppose que les gens vivent infiniment. Bon, mais on sait que ce n'est pas vrai, hélas. Il y en a qui le recherchent. Il y a des travaux là-dessus. Alors, cette question essentielle, que l'État vit infiniment, ça veut dire qu'il n'existe pas de dette optimale, théoriquement définie, d'un niveau donné. Les 60% ou les 90% qui ont été cités traduisent des situations empiriques dans lesquelles, disons, un certain nombre La première, c'était d'ailleurs, on n'a aucune preuve théorique ni empirique de la validité de ces 60% et 90%. Non, il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Il n'y en a pas. Donc, puisqu'il n'existe pas de boussole qui soit un niveau de dette optimal pour dire si je suis en dessous, ça va, si je suis en dessus, il faut vite que je revienne, on ne peut pas gérer la dette publique comme ça. Comment va-t-on gérer la soutenabilité? Il existe en effet une condition de soutenabilité, mais il faut prendre en compte cette caractéristique que l'État est souverain, c'est-à-dire vit infiniment. C'est une stationnarité de la dette à l'infini, si vous voulez. La dette ne doit plus augmenter lorsqu'on va très loin dans le long terme. Pour ce faire, il y a une dynamique de la dette qui doit, par conséquent, ne pas exploser. Ça, c'est vrai. Et cette dynamique de la dette, c'est ce que nous avons cherché à simuler pour la zone euro, du fait, si vous voulez, de l'augmentation très forte des dettes publiques dans l'année 2020. Mais c'est un processus économique. Une question en amont, néanmoins. Pardonnez-moi, Michel Aglietta, de vous interrompre. J'ai bien compris le problème de la souveraineté. On a cette question qui est résolue aux États-Unis, puisqu'il y a un lien entre le gouvernement fédéral et le dollar. On a bien une souveraineté. On a le cas au Japon, qu'on a cité tout à l'heure, qui peut se permettre de s'endetter à plus de 200%. Mais en Europe, nous n'avons pas de lien fort entre la souveraineté nationale
et la dette publique nationale. Et c'est justement ça qui est en train de faire une transformation du fait de la crise pandémique. En effet, si vous prenez la situation de pays émergents qui émettent leurs dettes en monnaie étrangère, qui en plus n'ont pas de système financier solide, il est clair que vous êtes dans une situation où une dette de 50% du PIB peut apparaître comme insoutenable, du fait de la fuite des capitaux qui avaient financé cette dette. On était dans cette situation un petit peu avec la crise grecque, où pour les Grecs, l'euro était une monnaie étrangère, et même pour nous, Français, l'euro est une monnaie étrangère. Et on a failli faire éclater la zone euro. Et c'est lorsque Draghi a dit que ce qu'il allait faire, c'est-à-dire, c'est en juillet 2012, whatever it takes, je vais faire ce qu'il faut pour que l'euro puisse exister et par conséquent, je mettrai les liquidités qu'il faut pour ça, qu'on a pu s'en sortir. Mais les gouvernements ont mené des politiques budgétaires tout à fait opposées à celles qu'il aurait fallu faire, en essayant tout de suite d'essayer de réduire le niveau de la dette publique. Donc il faut absolument qu'il y ait une cohérence entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Mais comme on a une banque centrale européenne qui est indépendante et des gouvernements nationaux, c'est là qu'on a un point qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une coopération entre les gouvernements. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà à partir de le projet de la Commission du mois de mai et qui lui-même était lancé par l'accord franco-allemand. Parce que la première chose qui s'est passée, c'est quand même que l'Allemagne a modifié profondément sa vision par rapport à celle qu'il avait eue en 2012, en 2011-2012, à la suite de la crise grecque. Et donc, revenons à ce qu'est la soutenabilité par conséquent. La soutenabilité implique donc, j'ai dit, stationnarité à l'infini. Or, toutes ces questions d'évolution dans le temps en économie se traduisent par ce qu'on appelle l'actualisation, c'est-à-dire quelle est la valeur aujourd'hui d'une dette ou d'un avoir plus futur. Eh bien, donc le taux d'actualisation est essentiel. Le taux à partir duquel on établit l'équivalence entre une valeur aujourd'hui et une valeur demain. Eh bien, le taux d'actualisation des dettes publiques, c'est quoi? C'est la différence entre le taux d'intérêt réel, une fois que vous prenez en compte l'inflation, moyen payé sur la dette en question, moins le taux de croissance de l'économie. Vous voyez que le taux d'actualisation peut être négatif. Si le taux donc, s'il est positif, il faut que la dette ne dépasse pas certains niveaux futurs pour être soutenable, c'est-à-dire être stationnaire à l'infini, d'accord? Donc il faut que le taux d'intérêt... Mais s'il est négatif, ce taux d'actualisation, c'est-à-dire si la Banque centrale fait en sorte que le taux d'intérêt payé sur la dette publique, c'est-à-dire sur toute la courbe des taux à ce moment-là, elle doit agir, reste très faible, qui est justement le cas du Japon en particulier, alors que, c'est très important, la dette est utilisée pour investir et produire de telle manière que la croissance est maintenue ou réaugmentée, ce taux d'actualisation est négatif. Et ça veut dire que les valeurs futures sont plus importantes que les valeurs d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a un espace de soutenabilité très important. La dette peut augmenter pendant un certain nombre d'années, puis ensuite, elle va, du fait des recettes fiscales de la croissance, elle se auto-finance. Et c'est ça la soutenabilité d'une dette publique souveraine. Ça veut dire une coopération. Ça revient à dire que, en termes simples, que le taux d'intérêt doit être absolument inférieur au taux de croissance. J'allais dire whatever it takes. Oui, si on est dans une situation où on a une dette très élevée et que cette dette très élevée doit rester. Passer le moment de la crise et de la chute de l'activité, il faut maintenir le taux d'intérêt en dessous du taux de croissance. Ce qui donc entraîne que la politique budgétaire et la politique monétaire doivent être étroitement coordonnées.
Même, ça n'empêche pas l'indépendance de la Banque centrale dans les moyens qu'elle utilise, les facilités qu'elle va faire, etc. Non. Mais étroitement coordonnée. C'est-à-dire que la séparation totale, qui a été le cas de l'Europe depuis la création de l'euro, de politique monétaire et politique budgétaire, est incompatible avec le problème à résoudre. Et c'est ça la nouveauté fondamentale. Parce que ça veut dire, en effet, qu'on peut établir une soutenabilité tout en ayant eu un choc formidable sur les dettes publiques. Alors, c'est ce qu'on a cherché à simuler sur les 4 principaux pays européens, en étudiant successivement l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Dans tous les cas, on a fait la chose suivante. On part d'hypothèses macroéconomiques, ce n'est pas nous qui décidons ce que va être l'évolution macroéconomique dans les années 2020, 2021, 2022, c'est la Commission européenne qui est pour ça. La Commission européenne prend 2 scénarios, l'un qui serait la pandémie est maîtrisée essentiellement avant la fin 2020, et un autre dans lequel il y a une nouvelle vague en quelque sorte en 2021. Donc 2 scénarios, et dans chaque cas, on regarde s'il est possible que les dettes soient souveraines dans les 2 cas, soient soutenables dans les 2 cas. Et donc, vous voyez, ça c'est donc, et donc on prend cette dynamique de la dette dont j'ai parlé, avec le taux d'actualisation qui correspond à ce que la Banque centrale maintient les taux d'intérêt les plus bas possibles pour les différents pays. Et les gouvernements font ce qu'il faut pour pouvoir, d'une part, faire en sorte qu'on subisse que la pandémie ne soit pas catastrophique au plan sanitaire, donc ont évidemment un très, très gros déficit en 2020. Puis ensuite, si vous voulez, dans le cadre des 2 scénarios de reprise, réduisent évidemment les avantages particuliers qu'elles avaient donnés à la fois aux ménages, aux entreprises, et vous allez à ce moment-là pouvoir avoir un scénario d'ensemble. Et donc, vous voyez, si vous prenez le slide de l'Allemagne, par exemple, qui est celui qui a subi le moins parce que dès le départ, il n'y a pas eu un saut énorme, en ce sens qu'ils ont réagi tout de suite au problème de la pandémie, mais vous voyez qu'en Allemagne aussi, il y a eu évidemment une hausse de la dette publique, et vous avez également un tableau qui indique comment l'équilibre budgétaire se déplace. Et donc, ce que vous trouvez, vous allez le retrouver sur les autres pays, mais avec un niveau initial plus élevé parce que soit la pandémie a touché très très fort ce pays-là d'abord, c'est le cas de l'Italie, soit il y a eu un retard à l'allumage, si j'ose dire, dans la réaction des gouvernements, c'est la France ou l'Espagne. Mais alors, il y a des différences selon la vitesse d'expansion de la pandémie et puis la structure d'activité économique de ces pays. Par exemple, les pays du Sud ont un poids des services et du tourisme beaucoup, et nous aussi. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on est au sud ou au nord, entre les deux? En tout cas, pour ce qui est du tourisme, c'est très important. L'Allemagne a moins de tourisme. Il est clair qu'une économie qui a moins d'industrie manufacturière, d'industrie, si vous voulez, au sens vraiment industrie lourde, quoi, matérielle, et plus de services, et d'abord a été beaucoup plus touchée par les confinements, et ensuite est plus fragile pour la reprise. Ça, c'est clair. Donc, ça donne, mais ce qui est important, c'est que les dettes apparaissent soutenables dans les 4 pays, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une trajectoire qui, en 2022, soit avec une montée encore jusqu'en 2021, soit directement, maîtrise, si vous voulez, son niveau de dette par rapport à celui qu'on avait en 2020, mais avec un niveau de dette qui reste plus élevé, sauf quasiment l'Allemagne, qu'il ne l'était avant, mais et la soutenabilité est respectée. Évidemment important. Donc on peut continuer cet endettement, vous en avez décrit les conditions, c'est ça, condition de faire quelque chose. La Banque centrale doit coopérer avec les gouvernements et les gouvernements doivent coopérer entre eux pour définir une politique européenne. Voilà, donc ce qui veut dire que ce processus-là que la Commission met en avant dans son projet pour transformer l'Europe, ce qu'elle appelle projet pour transformer l'Europe. D'une part, elle a mis un plan d'urgence, si vous voulez, important, qui fait un saut qualitatif en ce qui concerne l'interaction justement des relations en Europe, c'est-à-dire que la Commission emprunte au nom de l'Europe sur les marchés. Comme elle le fait avec la meilleure note, elle va emprunter un taux très bas. Et le point important, c'est que c'est nouveau.
C'est-à-dire jusqu'ici, il n'y avait pratiquement pas de dette, si vous voulez, directement européenne. Donc elle emprunte un montant très élevé, 750 milliards d'euros, et elle le fait au nom de l'Europe dans son ensemble. Donc ça a été accepté par les gouvernements puisque ça a été validé par la réunion du Conseil européen de juillet. Ce qui lui donne à l'Europe, et plutôt à la Banque centrale européenne plus exactement, une crédibilité souveraine sur les marchés. Oui, d'abord, le fait d'avoir un actif sûr européen, c'est ça qui nous a manqué jusqu'ici. Un actif sûr européen de la même manière que le Japon a un actif sûr national et les États-Unis en ont un, est essentiel pour, si vous voulez, la tranquillité, si j'ose dire, des acteurs privés. Alors la différence, vous avez cité le Japon et les États-Unis, la différence c'est néanmoins qu'au Japon, la dette est largement détenue par les résidents, alors que les États-Unis exportent leur dette. Oui, c'est ça, la différence est importante. Est-ce que ça change fondamentalement les choses à partir du moment où on a la monnaie qui est vraiment reliée à une souveraineté? Oui, ça peut changer si, on a vu, moi j'ai étudié beaucoup la monnaie depuis 40 ans, 50 ans, 40 ans. Les crises monétaires sont des crises de souveraineté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dérapages dans les politiques publiques des gouvernements qui fait que la monnaie, les gens n'ont plus confiance dans la monnaie. Elle est mise en cause. Bon, c'est ce qui s'est passé, par exemple, après la Première Guerre mondiale en Allemagne, l'Allemagne de Weimar, avec à ce moment-là une crise inflationniste généralisée. Donc c'est quelque chose que les gouvernements doivent faire attention de ne pas, si vous voulez, enclencher. Or, c'est vrai que le deuxième élément important pour les États-Unis, le premier élément aux États-Unis, c'est que, même si ce n'est pas directement notre question européenne, mais c'est intéressant, c'est que là, contrairement au profil que nous avons ici, lorsqu'on traite le profil américain dans les mêmes logiques, cette fois-ci avec le FMI donnant les hypothèses, si vous voulez, mondiales, eh bien, la dette américaine continue à monter à toute allure. Dans les projections qu'on fait là, en 2021-2022, ça continue. Et on s'aperçoit sur longue période que cette dette a été soutenable. Voilà. Mais deuxièmement, puisqu'elle n'a pas cessé d'augmenter. Il y a toute une question qui est aujourd'hui traitée, c'est que la notion de devise clé, c'est-à-dire de monnaie qui fournit la référence mondiale, n'a de sens que si il y a une hégémonie bienveillante, c'est-à-dire que la devise clé permet au système de relations internationales d'être fluide, d'avoir un système de fluidité des capitaux dans le monde, etc., que les prix relatifs expriment en effet des valeurs réelles, correctes, etc. Si vous êtes un pays protectionniste, c'est la première fois qu'on a ça, un pays protectionniste utilisant la monnaie pour avoir des avantages géopolitiques bien définis, comme le font les États-Unis, il y a une contradiction qui est à la fois politique et logique sur le sens de la devise clé. La devise clé, elle est liée, elle est faite pour éviter que dans le monde où il n'y a pas de monnaie universelle, eh bien, on ait un fractionnement des relations internationales. Actuellement, on a l'impression que ce qu'a fait le gouvernement Trump, c'est aller vers la fragmentation des relations internationales. Donc là, il y a un danger. Et en fait, il y a un paradoxe, parce que c'est perdre sa position hégémonique et en quelque sorte éroder son privilège exorbitant. C'est exactement la question de fond qui va se poser dans la décennie qui vient. Mais la question, ça peut-être un peu plus loin que ce que je voulais dire, mais ce dont on peut penser, c'est qu'on est dans un monde multilatéral où il y a une montée en puissance de pays qui ne sont pas dans l'orbite politique et idéologique occidentale, si vous voulez. Et qu'en conséquent, le multilatéralisme est nécessaire. Et dans un système vraiment multilatéral, il faudra avancer dans le sens dont je parle. La devise clé dollar ne sera pas remplacée par une autre. Il faut donc qu'il y ait, pour que les relations internationales puissent se développer dans un cadre multilatéral,
il y ait invention d'un actif ultime. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement mondial, hein, mais un actif ultime géré par une instance monétaire internationale qui s'appelle le Fonds monétaire. Ça, c'est en effet l'enjeu, à mon avis, de la décennie qui vient. Vous avez en tête quelque chose qui serait lié aux droits de tirage spéciaux? Oui, bien sûr. Il s'agit de promouvoir les droits de tirage spéciaux comme actifs de réserve ultime, qui est la proposition chinoise, qui a été faite dès 2009 par le gouverneur de la Banque populaire de Chine. Ce que les États-Unis ont toujours refusé jusqu'à maintenant. Bien entendu. Hein. La question, c'est y seront-ils forcés? C'est ça. Et donc, c'est une transformation des relations internationales qui est derrière cette question. Donc, une soutenabilité de la dette, vous l'avez démontré, qui est possible, les conditions, vous les avez présentées. Alors, en même temps, dans l'article que vous avez préparé, vous parlez du projet de la Commission européenne pour transformer l'Europe. Et on vient de franchir un grand pas avec une certaine mutualisation des dettes. Oui, mais le point intéressant, c'est que le projet de la Commission relie cette logique qui a été une avancée financière et monétaire, en quelque sorte, hein, pour régler, pour essayer de maîtriser la question de la crise actuelle. Elle essaye de le relier à un projet pour la décennie, hein, qui est un projet d'écologie politique, on pourrait dire, hein, un projet de répondre aux problèmes du changement climatique. Alors, quels sont les éléments importants de ce qu'on appelle le plan de croissance à long terme dans le cadre du budget 2021-2027, qui prend le relais si vous voulez, de la solution d'urgence qui a été définie à travers l'emprunt que la Commission a fait. Cette transition écologique, elle devrait être... On sent qu'il y a quand même quelque chose de sérieux derrière, si vous voulez, tout au moins du point de vue de la Commission. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il faut que les acteurs économiques prennent le sens du long terme, parce que le changement climatique, c'est le long terme, ce n'est pas seulement un choc instantané. Et pour cela... Et sur ce problème-là, on a une défaillance de l'investissement privé. Voilà, il faut donc pouvoir, si vous voulez, attirer cet investissement privé dans une transformation des structures de production vers la décarbonation, vers une réduction, évidemment, des gaz à effet de serre. Et pour cela, cette transition écologique, la Commission dit nous allons l'inscrire dans une loi climat, dans une loi européenne. Donc, il s'impose, si vous voulez, à partir du moment où elle est acceptée. Si elle est validée par les parlements, elle devient loi européenne. Et donc, pour que les intentions des gouvernements, ensuite, dans le cadre de l'accord de Paris, c'est le lien de l'un à l'autre, hein, soient accrues en fonction, évidemment, de leur acceptation de la loi climat. Je veux dire, les deux vont ensemble. Mais la loi climat permet au budget européen de devenir un budget d'investissement lui-même, mais qui doit être multiplié par les intentions que les gouvernements disent, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est vraiment le pari, hein, le pari de transformer le système productif par des investissements productifs considérables, mais qui suppose des États stratèges. Il faut que les États, orientent les investissements dans le bon sens. On a une sorte de commissariat général au plan européen, en quelque sorte. Oui, il faut quelque chose comme ça, si vous voulez. Hein. Commissariat général au plan, quand il fonctionnait, hein, je veux dire, quand il y avait une planification stratégique. La notion de planification stratégique est cruciale si on veut arriver à transformer ce régime de croissance. Indicative, mais aussi incitative. Et incitative, très fortement. Alors, en particulier, pourquoi? Parce que la pandémie a entraîné une épargne de précaution massive, non investie. Les gens ont pris peur, hein, je veux dire, et puis, ou alors il y a les deux à la fois. Il y a à la fois le fait que les gens ont dû épargner parce qu'ils ne pouvaient plus consommer, évidemment, pendant tout le temps du confinement, mais il y a plus que ça. On a l'impression qu'il y a une inquiétude générale des populations à l'égard de la situation. Et le rôle de ce projet de la Commission et de cette loi climat, c'est justement de débloquer l'épargne privée.
en sorte que les investissements productifs repartent dans la bonne direction. Une parenthèse, Michel Aglietta, le danger, c'est que cette énorme épargne privée, épargne des entreprises et épargne des ménages à l'heure actuelle, puisque les entreprises ont énormément de cash à l'heure actuelle, que cette énorme épargne parte dans le prix des actifs, au lieu de partir dans la consommation et dans l'investissement productif. L'investissement productif, ça c'est clair que c'est pour ça qu'il doit y avoir un guidage par des États stratèges, ça c'est clair, de façon à ce que l'investissement productif, et le rôle de la loi climat est à faire ça, les investissements productifs doivent apparaître rentables par ces acteurs privés. Et au contraire, le fait de maintenir je parle des investisseurs financiers là, c'est-à-dire des avoirs, des actions, si vous voulez, dans les industries carbonées, y compris dans les mines, etc., alors qu'ils doivent être dévalorisés. On sait qu'ils doivent être dévalorisés. Le risque ce qu'on appelle le risque de transition. Le risque de transition dit que le pétrole doit s'arrêter d'être brûlé, que le charbon pareil, etc. Si vous détenez des actifs, continuez à détenir des actifs de ce type-là, vous augmentez en effet la valeur boursière de ces entreprises. Et donc vous êtes dans une situation où vous ne prenez pas en compte la vraie valeur de ce qu'elle doit être, compte tenu du processus de transition écologique qu'il faut faire. Ce qui veut dire, c'est ça le fait que les marchés. En même temps, vous entraînez sur les marchés une dévalorisation des actifs dans les énergies fossiles. Ça, c'est crucial. Mais c'est crucial. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que je parle d'investisseurs institutionnels responsables qui, du fait de leur passif, qui est des fonds pour des retraites, qui vont à 15, 20, 25, jusqu'à 50 ans. Eh bien, ils doivent penser que le rendement financier futur dépend de ça, qu'ils doivent vraiment prendre en compte de manière programmée la dévalorisation des actifs dits bruns, sales, ce que vous voulez, et donc sortir de leurs avoirs en equity, en actions, dans ce type d'entreprise, de façon à ce que se modifie le processus. Donc on doit avoir un plan européen, un système de financement orienté vers le long terme, en s'appuyant sur les institutions financières qui peuvent avoir un intérêt à avoir une vision à long terme, et ensuite faire fonctionner les mécanismes du marché par valorisation de certains actifs et dévalorisation d'autres actifs. Il faut qu'ils fonctionnent, cela, et donc il faut que les investisseurs institutionnels qui, en fait, si vous voulez, orientent ces marchés, du fait de la masse de leurs avoirs, etc., eh bien, prennent enfin, sont ceux qui doivent, c'est pour ça que je dis qu'il y a des acteurs essentiels, qui sont des banques publiques de développement pour pouvoir lancer les nouveaux projets, des investisseurs institutionnels responsables qui font le processus de transition sous la forme, si vous voulez, de ce qu'on appelle la dévalorisation des actifs qui doivent normalement ne plus fonctionner, et puis les banques centrales qui sont là pour maintenir sans arrêt une structure de prix d'actifs correcte. Michel Aglietta, on va conclure sur ce point. Je reviens sur une des conclusions importantes que vous avez apportées au début de cet entretien. C'est en quelque sorte le débat qu'il y a entre cette dette massive, il faudra la rembourser, ou cette dette, il faut l'annuler, n'a pas de sens, parce qu'on a une sorte de credit revolving qui est possible dans les conditions de soutenabilité que vous avez décrites. C'est tout à fait essentiel. Penser correctement ce qu'est la soutenabilité d'une dette publique, dans le cadre d'États souverains, implique en Europe qu'il y ait en effet quelque chose qui s'en approche d'une souveraineté européenne sous le sens vraiment d'une coopération banque centrale-État, et une banque centrale qui agit pour maintenir une liquidité commune à tous les États. Donc c'est en effet une transformation profonde par rapport à ce qu'a été la gestion de la grande crise financière de 2008 pour l'Europe. Eh bien, merci Michel Aglietta pour toutes ces explications et à bientôt. À bientôt.